nous allons rester assis et nous allons offrir notre journée et notre rencontre au Seigneur. L'administration vous dit un sincère merci. Permettez à présent que nous saluons la présence des nouveaux membres qui ont rejoint l'équipe de l'administration. La sœur Thérèse Kassoki, directrice de l'ISVR. Sœur Thérèse. Le frère Dametoti Jean de la Croix Laré, directeur du premier cycle de l'IGED. Frère Joseph Koubrimana, qui devient directeur adjoint et directeur de l'ISPR. Madame Boulianou Françoise, épouse Faufier, enseignante au CAFOP, qui devient coordonnatrice des études au CAFOP. Je vous prie de les ovationner avec tous les assistants. Nous saluons aussi la présence des vaillants collaborateurs de l'administration. Nous voulons parler des professeurs qui s'évertuent à la rigueur intellectuelle. Ils veulent bien se lever pour que les ovations de l'université. Nous avons avec eux également
les responsables de communauté qui sont présents dans cette salle. Chers frères, chères sœurs, merci pour l'encadrement sans faille que vous donnez à nos étudiants. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, les responsables et supérieurs de communauté de nos étudiants. Merci. Certains parmi les nouveaux étudiants sont venus d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Par contre, d'autres sont venus de loin, au prix parfois d'un voyage long et éreintant. Et ils sont là, avec nous, pour cette rentrée. Ils méritent nos félicitations et nos acclamations. Nous les avons applaudis, mais nous ne les avons pas vus. Ils sont plus de 90. Alors, qu'ils veuillent se lever et on va les voir. Les nouveaux, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Symboliquement, nous leur offrons un verre d'eau pour leur dire bienvenue. Et ce verre d'eau, ce sera à travers les acclamations que vous allez leur donner. Merci d'avoir choisi le SLAF pour votre formation. Sachez que vous ne serez pas déçus. À présent, je vous communique la suite de la cérémonie qui se déroulera en 3 moments. Dans un premier moment, nous écouterons une série d'allocutions. D'abord, le mot du frère directeur général. Ensuite, l'adresse de la représentante des conférences des supérieurs majeurs. Dans un second moment, je présenterai les autres membres de l'administration et les membres du personnel du SELAF Institut. Je vous communiquerai les effectifs provisoires et vous donnerai pour le bon fonctionnement du SELAF. Et nous terminerons par qui est celui de la leçon inaugurale qui ouvre notre année académique. Merci à vous tous pour votre attention et votre écoute. Je passe la parole au frère directeur général, au frère Emmanuel Hugo. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Révérend Père, révérend frère, révérend sœur, chers professeurs et tous les membres du personnel, chers étudiants, chères étudiantes, anciens et nouveaux, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous renouvelons, que nous vous accueillons au SELAF Institut ce matin du 18 septembre 1914. Avant de livrer mon message de l'entrée aux étudiants, je voudrais dire merci à chacun de vous d'avoir inscrit en bonne et due forme sur son agenda cette cérémonie. Votre présence manifeste l'intérêt que vous portez aux actions sociales et pédagogiques
que nous entreprenons en faveur de nos étudiants. Je voudrais saluer et remercier de façon toute particulière de leur présence Sœur Germaine, représentante de la conférence de supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer de façon spéciale le professeur Ba Épouse Koni, qui a accepté de venir nous entretenir pour lancer notre année académique. À la suite du secrétaire général, je salue les supérieurs présents ou représentés peut-être par les responsables des communautés de nos étudiants. L'administration et moi souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous les étudiants et étudiantes nouveaux et anciens. Le CELAF continue d'attirer des personnes curieuses et talentueuses de tous les coins de notre continent africain. Nous sommes fiers d'offrir un environnement d'apprentissage adapté aux créateurs de demain, désireux de bâtir un monde meilleur. Au nouveau, je peux vous réconforter en disant que le CELAF est un milieu ouvert et rassurant, où chacun a sa place. Il accueille tous ceux et celles qui veulent faire route ensemble, animés par le désir de découvrir, d'apprendre, de servir et de grandir. L'année dernière, à pareil moment, j'ai structuré mon discours autour du verbe apprendre. Je vous exhortais en disant, pour participer à la construction d'une Afrique nouvelle, vos études doivent vous conduire à apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre et apprendre à être. Aujourd'hui, mon message sera structuré autour de la quête de vérité. Ce thème découle de mon expérience tirée des assemblées générales, de nos rencontres, des tutorats, sans oublier du conseil du CELAF Institut. Tout au long de vos études au CELAF Institut, j'espère que vous allez faire l'expérience de votre appartenance à une communauté en quête de vérité pour construire une Afrique nouvelle. Je dis bien une communauté en quête de vérité pour construire une Afrique nouvelle. Cela veut dire qu'à travers le thème de l'année académique en cours, vous et nous allons prendre des engagements qui vont demeurer en état d'émerveillement devant la beauté du monde et de la vie, et que nos curiosités et nos désirs de monde plus humain seront à jamais insatiables. Cela signifie aussi que nous allons célébrer la profondeur de l'intelligence humaine en nous dépassant chaque jour, en élargissant nos horizons de connaissances et de valeurs, et que nous éprouverions aussi le grand respect de la démarche intellectuelle et des valeurs que les autres ont léguées et qui font la fierté du CELAF Institut. Chères étudiantes et chers étudiants, vous êtes ici pour développer davantage vos capacités intellectuelles. Vous êtes ici pour tracer ensemble les chemins de vérité dont l'Afrique a besoin pour se construire et s'humaniser. Vous êtes ici pour pouvoir y annoncer qu'un monde meilleur est possible. Mais avant, je vous invite à reconnaître le bien qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Je vous invite à la créativité pour promouvoir l'excellence. Je vous invite à bâtir vos projets de formation. Ce sera là pour vous un moyen d'appropriation des enseignements que vous recevez. En tant qu'institut supérieur,
catholiques, nous tenons fermement à l'intuition que foi et raison, religion et culture sont des façons d'appréhender la réalité qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont plutôt appelées à fonctionner en complémentarité. Dans cette dynamique, le monde de la religion, le monde de la culture et le monde de la science doivent entrer dans un dialogue réel et effectif afin de s'assurer que les visions respectives favorisent ou font advenir l'humanité en nous. Au SELAF Institut, nous partons de la conviction qu'approfondir la question de Dieu devait nous apprendre des choses essentielles sur nous-mêmes et vice-versa. Le SELAF Institut est issu d'une tradition qui promeut un grand idéal pour l'être humain et la société. À travers les programmes que nous vous offrons, vous pouvez facilement deviner nos penchants idéalistes. C'est comme si nous étions génétiquement programmés, pour utiliser le terme qui est en vogue, pour voir les écarts entre ce qu'est la vie sur notre continent et ce qu'elle pourrait ou devrait être pour mieux correspondre à la promesse d'accomplissement que recèle l'humanité. L'idéal du monde et de la société que nous vous proposons s'inspire des valeurs évangéliques, éducatives et spirituelles telles que vécues par Jean-Baptiste de La Salle, patron des éducateurs chrétiens et fondateur de l'Institut des frères des écoles chrétiennes. Ce modèle constitue la référence de la formation, de l'éducation et de vie qui guide la famille sélafienne dans la poursuite de l'objectif commun, c'est-à-dire le développement moral de la personne humaine dans ses dimensions intellectuelles, corporelles, affectives, sociales, morales et spirituelles. Le SELAF que vous avez choisi pour vos études universitaires veut vous aider à la quête de la vérité, à construire votre humanité et à dire Dieu. Pour ce faire, le SELAF vous offre un cadre où on étudie en évangélisant et où on évangélise en éduquant. Vos actions, tant individuelles que collectives, doivent être animées par cette réalité. De temps en temps, au cours de l'année, je vous poserai la question si vos actions sont évangélisatrices, si vos actions sont éducatrices. Chers étudiants et chères étudiantes, je souhaite vivement que votre séjour au SELAF soit prolifique et vous donne des repères. Des repères en vous aidant à la formation au jugement rationnel et au discernement de ce qui est juste, vrai, bon, esthétique et constructif. Des repères en vous éduquant au sens critique et au choix vis-à-vis des valeurs du monde contemporain, notamment de notre continent. Des repères en développant le sens de la liberté personnelle et de l'autonomie par la prise de responsabilité au sein de la vie des différentes commissions qui composent le comité des étudiants au SELAF. Des repères en luttant contre les préjugés et toute forme d'exclusion par l'établissement des relations basées sur la confiance et le respect. Confiance et respect entre vous. Confiance et respect entre vous, les enseignants. Confiance et respect entre vous et l'administration. Ceci ne peut être possible que par le secours de la grâce de Dieu et par l'engagement de chacun de vous. Avant de terminer mon propos, je voudrais me tourner vers l'essentiel
pour leur exprimer mes reconnaissances ainsi que celle de l'administration du SELAF Institut. Je les appelle anciens parce qu'ils ne sont plus avec nous. Il s'agit de la sœur Michelle Yoli, qui est appelée en d'autres fonctions pour une autre mission. Il s'agit du frère Emmanuel Kolani et du frère Ben Sira. Vos congrégations respectives viennent de vous confier une nouvelle mission. Sans ménager vos efforts, pendant plusieurs années, Sœur Michel, frère Ben, vous avez su mettre vos compétences au service du bon fonctionnement du SELAF Institut. Vous étiez non seulement des maîtres, mais aussi des témoins de l'Évangile auprès de vos jeunes frères et sœurs. Vous avez su faire vôtre cette parole du pape Paul VI. L'homme contemporain écoute volontiers un témoin d'un maître. Et s'il écoute le maître, c'est que ce maître est un témoin. Nous étions tous satisfaits de vos services et de votre collaboration. Aujourd'hui, je vous réitère mes remerciements pour cette excellente contribution que vous avez apportée à ce labeur. Je vous souhaite bon vent dans vos nouvelles entreprises. Mais avant de vous laisser partir, je vais appeler la sœur Virginie pour ouvrir un petit don symbolique à la sœur Michel pour marquer sa présence pour notre affection. Sœur Michel, établissement d'une reconnaissance. Merci beaucoup, Sœur Michel. Merci infiniment. Car consacré en contexte d'un continent, célestement dans une collaboration conviviale qui conduisit le cercle, hauteur de vue et horizon large était au rendez-vous. Cercle devient ISBR. Évangile, Évangélium pour vos étudiants, largeur de cœur et longanimité, tu en fis preuve. Leader au leadership libérant, épanoui à l'écoute de l'essentiel évangélique. Envoyez nos prières et nos bénédictions. Merci, Sœur Michel. Sœur Michel est affectée à Yaoundé, au Cameroun. Frère Ben Sira, j'invite mademoiselle Oumena pour lui remettre son femme, Béatrice. Frère Ben, c'est un plaisir, tout un honneur pour nous de vous approcher parce que vous êtes un véritable père
en tant que frère, vous avez su témoigner de votre amour. Vous nous avez accueillis au sein du CELAF. Vous avez été toujours au service de vos frères et sœurs. En ce jour, souvenir ou bien mémorable de votre départ, nous voulons vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le CELAF, pour le respect que vous avez témoigné aux uns et aux autres, et que le Dieu Tout-Puissant, qui vous appelle à de nouvelles fonctions, vous bénisse et soit toujours avec vous. Amen. Frère Ben est invité à l'annonciature. Enfin, au personnel, aux enseignants, je voudrais vous exprimer mes reconnaissances et vous encourager dans votre contribution aux efforts du CELAF pour poursuivre son développement afin de toujours mieux répondre aux besoins des communautés chrétiennes. Merci de votre attention. Les ovations sont mitigées. Nous accueillons la nièce à l'Assemblée de la Sœur Germaine, représentante des conférences des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire. Au seuil de cette nouvelle année académique, au nom de Mère Adeline, présidente de la conférence des supérieures majeures féminines, et du frère Roger, président de la conférence des supérieures majeures masculines, je souhaite à chacun, étudiant, enseignant, membre de l'équipe éducative du CELAF Institut, une fructueuse année académique 2014-2015. Que la formation donnée et reçue dans cet institut aide chacun à devenir de véritables éducateurs chrétiens, portant et vivant la joie de l'Évangile, comme nous y invite le pape François dans son exhortation apostolique. Que chacun apprenne à devenir un membre vivant de nos sociétés, de notre Église universelle, et en particulier celle d'Afrique. Église, famille de Dieu, alors que s'ouvre dans quelques jours le synode sur la famille, le lieu où vous, laïcs, vivez votre engagement baptismal. Le 30 novembre s'ouvrira l'année de la vie consacrée. Religieux, religieuses, œuvrons ensemble pour faire découvrir la joie de suivre le Christ en étant des hommes et des femmes capables de réveiller le monde. Je profite de cette belle occasion pour remercier Sœur Michel Yoli pour le service rendu à toute la vie religieuse. Que le Seigneur vous accompagne, ma sœur. Nous souhaitons la bienvenue à Sœur Thérèse Kassoki. Bon courage pour cette nouvelle mission. Vous pouvez compter sur nos prières. Bonne année académique 2014-2015 à tous et à chacun. Je vous remercie. Merci, Sœur Germaine. Je vous présente les autres membres de l'administration et les membres du personnel.
le frère Rodrigue Topin, responsable de l'État. C'est bien lui, le frère Rodrigue Topin. La sœur Christelle Tété, Notre-Dame de l'Église, économe. Est-ce qu'elle est là? La sœur Judith Olympio, secrétaire administrative. Monsieur Jules Damiré, reprographe, celui qui était à la console. Les nouveaux, vous ne connaissez pas M. Jules, mais les anciens, vous le connaissez. Monsieur Fofana Elissa Oulan, chargé du service informatique et de l'audiovisuel. Vous devinez qui c'est. Madame Alissou Mamon, qui travaille au secrétariat accueil. Madame Kanji Célestine, qui est chargée du secrétariat académique. Alors, les nouveaux, c'est à elle, Madame Célestine, mouvement de vous, s'il vous plaît. Donc, c'est à elle que vous aurez à vous adresser pour tout ce qui est de l'ordre académique. Vos dossiers, c'est à elle que vous allez les confier. Les notes, les bulletins, donc c'est elle qui est chargée de tout cela. Donc, c'est une personne incontournable dans l'administration au secrétariat. Mademoiselle Béatrice Cobin, qui travaille à la bibliothèque, les bibliothécaires. Monsieur Sylvain Conan, service de comptabilité. Et nous avons, comme stagiaire à la bibliothèque, monsieur Kwaku Anon Jean-Luc. Barnabé Koda, s'il est là, et Xavier Sawadogo pour le service d'entretien de la maison et de la propriété. Les effectifs provisoires de cette année pour 3 de nos instituts. L'ISBL, l'ISBL et le CAFOR. À l'ISBL, nous avons un effectif provisoire de 128 étudiants. À l'ISPR, pardon, à l'ISPR 128. À l'ISBL, 45 étudiants. Et au CAFOP, 22. Ce qui fait un total de 195 étudiants pour nos 3 facultés. Et en première année, à l'ISSPL, nous avons inscrit jusqu'ici 44 étudiants. À l'ISVL, en première année, vous êtes 23. Et le CAFOP, toute cette année, pour l'instant, ils sont au nombre de 22. Quelques consignes pour le bon fonctionnement de l'année. Des consignes que nous retrouvons dans le règlement intérieur et auxquelles je vous invite à être particulièrement attentifs. Tout d'abord, la présence au cours. Les professeurs viennent pour nous. Donc il est bon
que les profs se rendent compte que tous les étudiants sont présents. La présence est obligatoire. Une présence active, participative, dynamique. Alors, c'est un engagement que je vous invite à prendre dès ce matin. Le deuxième point, en lien avec la présence, c'est la ponctualité. Soyez à l'heure et si possible, avant l'heure. Si vous ne voulez pas tomber dans les embouteillages intempestifs, sortez plus tôt. Le troisième point, l'application et l'assiduité au travail. Pour une formation de qualité, un travail appliqué et assidu est attendu de chacun de vous. Je vous invite à inscrire votre travail dans la durée, si vous voulez récolter de bons fruits tout au long de l'année. Les autres consignes vous seront communiquées demain matin par niveau ou par faculté. Les nouveaux étudiants, vous aurez l'occasion de faire le tour des différents services du CELAF. Nous vous attendons demain à 8h. Je vous remercie. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Le moment où la science rencontre la science. Le moment où la raison embrasse la connaissance pour laisser émerger la vérité. Émerger. Émergence. Le mot est lâché. Émergence 2020 ici, émergence 2030 là, à côté. Émergence. De l'émergence, que doit-on retenir? La leçon inaugurale va nous l'apprendre. Elle a pour thème émergence et développement. Quels enjeux pour l'Afrique? Elle sera animée par une tête, disons, une icône de la science, de l'émergence et du développement. Il s'agit du professeur Ba, épouse connue. Elle est enseignante-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et au CERAP. Elle travaille au ministère du Commerce, où elle est directrice en charge de la lutte contre la vie chère. Elle sait ce que c'est que l'émergence et le développement. Et cerise sur le gâteau, elle est ancienne élève des frères de Paris, frères des écoles chrétiennes à Paris. Je vous prie de l'approbation. Professeur Ba, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Je suis très honorée d'être parmi vous ce matin. Donc, effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais on va retenir pour les minutes qui vont suivre juste cette enseignante-chercheur. Ce qui me donne une certaine liberté d'expression, puisque en tant que professeur, on est libre dans notre pensée, puisque je ne suis pas sûre que le ministère du Commerce ou le gouvernement sera toujours d'accord avec ce que je vais dire par la suite. Donc, il nous a été demandé d'intervenir sur la thématique de l'émergence, qui est vraiment très en vogue, qui se mange à toutes les sauces.
et pas qu'en Côte d'Ivoire apparemment. Donc émergence et développement, quels enjeux pour l'Afrique? C'est 2020 lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, 2032 pour le Sénégal et même 2063 pour l'ensemble du continent. Voilà les horizons que les dirigeants, nos différents présidents se sont fixés. La Côte d'Ivoire va devenir émergente en 2020, le Sénégal à l'horizon 2032 et l'ensemble du continent en 2063. Et qu'est-ce que c'est l'émergence? On nous fixe des horizons, très bien, mais qu'est-ce que ça veut faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on attend exactement par cette émergence? Qu'est-ce que ça va nous apporter? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la notion d'émergence est en vogue. Être un pays émergent est devenu l'objectif principal de tous les pays africains. Il est vrai que les fortes croissances économiques de certains pays africains, certains parfois même à 2 chiffres, ce qui ne se voit qu'en Afrique, une croissance à 2 chiffres, favorise cette volonté politique qui n'est pas toujours, par contre, bien expliquée aux populations. Et c'est bien ça le problème. Alors, traditionnellement, nous les économistes, on sépare les pays du monde en 2 groupes. On a les pays développés et on a les pays en développement. Ça, c'est connu, ça se trouve partout et on est tous au courant de ça. Mais récemment, le terme de pays émergent a fait son apparition. Non seulement dans la littérature économique, politique, mais également même dans les discours des hommes politiques. Désignant donc les pays les plus dynamiques parmi les pays en développement et les mieux intégrés dans l'économie mondialisée. L'émergence économique du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, qui constitue le groupe des BRICS, donc B-R-I-C-S, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. Donc ce sont le groupe des pays dits émergents, sont devenus donc la référence des autres pays en développement. C'est-à-dire maintenant, à écouter non seulement les discours, l'objectif c'est de tendre vers le développement, vers les pays développés, mais finalement on a un autre horizon qui est celui de tendre vers ce groupe de 5 pays qui sont considérés comme les pays émergents à ce jour. Donc normalement, si tout va bien, la Côte d'Ivoire en 2020, ça ne sera plus les BRICS, ce sera peut-être les BRICS C ou les BRICS S, je ne sais pas, si la Côte d'Ivoire réussit en 2020 ou le Sénégal en 2032 à intégrer ce club. Alors, qu'est-ce que c'est que ce club? Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qu'on entend par cette émergence? Bon, de prime abord, le concept d'émergence ne correspond à aucune définition économique. Si vous mettez en place 5 économistes, 5 chercheurs, s'il y en a un qui peut vous dire, ah oui, moi je peux vous dire exactement ce qu'est l'émergence, on pourra l'applaudir. Surtout qu'en plus, on a l'habitude, nous, de ne jamais être d'accord entre nous, donc vous risquez bien d'avoir, avec 5 chercheurs, d'avoir 10 définitions. Mais il est intéressant, malgré ça, de voir que même s'il n'y a pas une définition concrète, précise, qui peut être donnée, comme il existe pour d'autres concepts, il n'empêche que ce concept est quand même très à la mode et est continuellement invoqué. Donc cette volonté des pays en développement, et notamment des pays
d'atteindre l'émergence tend à confondre émergence et développement. Le développement, c'est un concept beaucoup plus ancien, on sait ce que c'est, il y a beaucoup d'écrits déjà dessus, il y a des économistes célèbres qui ont travaillé sur ce concept, des articles intéressants. Donc on sait ce que c'est que le développement, qu'est-ce que ça revêt, qu'est-ce qu'on entend par cela. Et maintenant avec le terme d'émergence, on a tendance à confondre ces deux termes. A-t-on raison? Est-ce que c'est la même chose? Donc ce qui fait oublier finalement le développement, c'est-à-dire à écouter les discours, on se retrouve à rechercher l'émergence et à oublier le développement, ou en tout cas à faire comme si l'émergence c'était le développement. Alors comment comprendre cette notion d'émergence? Comment l'émergence se situe par rapport au concept de développement? Donc notre intervention se propose de clarifier le sens de ces deux concepts afin de discuter de la fragilité du concept d'émergence au regard des enjeux du développement humain et de l'amélioration des conditions de vie des ménages, qui sont normalement les deux objectifs, en tout cas, normalement de toute politique, de tout dirigeant ou de toute personne qui aspire à diriger des hautes fonctions. L'objectif, normalement, c'est le développement humain et l'amélioration des conditions de vie des ménages. Est-ce que l'émergence, telle que définie, va permettre d'arriver à cet objectif? Donc nous commencerons tout d'abord par situer l'origine du concept d'émergence, en s'efforçant tout de même d'en donner une définition plus ou moins précise, ou en tout cas la définition qui est communément admise par les économistes, pour tenter dans un second temps de confronter et d'interroger ces deux concepts afin d'en déceler les enjeux pour les pays africains. Alors l'origine et consécration du concept des pays émergents. Origine et consécration du concept des pays émergents. La paternité du terme de pays émergents est attribuée donc traditionnellement à un économiste néerlandais, je vais essayer de prononcer son nom, Antoine van Achternael. Si vous faites une recherche rapide, pays émergents, paternité, économiste, vous trouvez rapidement son nom. Alors c'est un économiste de la Société financière internationale, c'est-à-dire la SFI, qui est une structure spécialisée dans l'aide au secteur privé des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et du FMI. Donc cet économiste, par ce terme, voulait faire la distinction à l'intérieur de la catégorie des pays en développement entre ceux qui présentaient des risques importants pour les investisseurs internationaux et l'autre groupe des pays qui, au contraire, pouvaient être des terres d'opportunités. Donc, pour prendre une image qui vous est familière, en tout cas qui peut trouver un écho dans les locaux qui nous accueillent ce matin, il s'agissait, par ce terme d'émergence, de distinguer le bon grain, c'est-à-dire les pays à forte croissance, faiblement endettés, dont le capital était suffisamment ouvert pour accueillir les capitaux, donc le bon grain, de livret, c'est-à-dire les pays à faible croissance, qui croulent sous le poids de la dette, relativement fermés aux entrées des capitaux, etc. Par conséquent, être un pays émergent correspondrait à un bon signal pour les investisseurs internationaux. Ainsi, le concept a été créé pour présenter aux investisseurs une catégorie des pays en développement pour lesquels le climat des affaires est favorable, où la rentabilité des projets d'investissement est bonne, où la protection de l'investisseur est assurée
les risques d'expropriation limitée avec une bonne exécution des contrats et des bonnes infrastructures. Donc ça, ce sont les bons points. Vous voyez bien, jusqu'à présent, dans cette définition, dans cette approche, dans ce désir de distinguer les pays, on n'a pas encore fait cas de tout ce qui concerne la répartition des revenus, de justice sociale, de l'amélioration des conditions de vie des ménages, etc. On n'a pas encore abordé tout ce qui est société, tout ce qui est amélioration sociale. Donc on voit bien qu'au départ, l'émergence, c'est un concept qui est lié à l'ouverture des pays, à l'ouverture des économies, à l'attraction, à l'attractivité des économies par rapport aux investisseurs internationaux. C'est le signal, le bon signal pour les investisseurs internationaux. Continuons notre réflexion. Il s'agit de mettre sur ce vocal des pays qui ont enclenché des réformes qu'on appelle en anglais donc market friendly ou pro-marché en français, donc des réformes institutionnelles pro-marché, donc qui vont dans le sens d'une économie de marché, comme par exemple la modification du code des investissements, la création de zones franches ou encore l'ouverture prudente des comptes de capital. Alors ça doit faire écho, ça doit vous faire ding-ding lorsque je parle de modification du plan d'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière en Côte d'Ivoire? Il y a eu un nouveau code d'investissement. On a la création de zones franches, notamment autour de la région de Boaké. Donc ça a commencé. On a l'ouverture des comptes, des capitaux au niveau des entreprises, ou même des entreprises parapubliques. Donc on voit bien que, effectivement, il y a des réformes qui vont dans le sens d'arriver, en tout cas de nous permettre d'atteindre l'émergence. Mais est-ce que cette émergence va permettre le développement? Est-ce que cette émergence est synonyme d'amélioration des conditions de vie? Jusqu'à présent, on ne fait pas cas pour l'instant de ça. Donc l'émergence est donc souvent un ensemble de réformes conduisant à l'ouverture des marchés, mais également à attirer et rassurer les investisseurs étrangers. Le concept repose donc sur des réformes économiques et institutionnelles qui ont enclenché un processus de croissance ouvrant à des opportunités d'investissement étrangers. Alors pour tenter de donner quand même une définition, puisque même si on n'est pas tous d'accord sur la définition de l'émergence, on s'entend quand même sur des éléments, est considéré comme pays émergent un pays dont le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, par habitant, est inférieur à celui des pays développés, on est d'accord, mais qui connaît une croissance économique rapide et dont les structures économiques convergent vers l'extérieur, c'est-à-dire dont les structures économiques tendent à s'inscrire dans la globalisation. Partant de cette définition, 3 critères apparaissent pour caractériser l'émergence. Le premier critère, c'est un taux de croissance en hausse continue, une participation croissante aux échanges internationaux et une attraction exercée sur les flux internationaux des capitaux. L'émergence économique s'inscrit donc dans une logique d'ouverture vers l'extérieur dans le cadre du libre-échange international. Sur cette base, peut-on donc considérer que l'émergence équivaut au développement? Partons de la même chose lorsqu'on invoque ces deux termes. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre intervention, qui est l'émergence versus développement. Pour les économistes, le développement implique quelque chose de plus que la croissance économique.
généralement défini comme l'évolution du produit intérieur brut, le PIB, d'une année sur l'autre. Le développement pourrait se traduire comme la croissance plus la transformation et se manifeste notamment par l'amélioration des performances des facteurs de production, par la densification et la modernisation du réseau d'infrastructures, par le développement des institutions et également par le changement des attitudes, des valeurs et par un mouvement haussier de l'ensemble du système social. Considérant cette définition du développement, il apparaît de façon nette que l'émergence d'une économie est différente du développement d'un pays. Dans la mesure où le développement fait allusion au développement économique, certes, mais également au développement socio-culturel impliquant une réduction de la pauvreté et des inégalités. En effet, le développement est la combinaison des changements économiques, sociaux et mentaux d'une population, pour reprendre la définition de l'économiste François Pérou, qui est le grand économiste du développement. Cette définition du développement nous éloigne donc de la notion d'émergence, qui consiste à prendre en compte uniquement la croissance économique, couplée du décret d'ouverture des économies et de la capacité à attirer des investissements internationaux. Or, le développement est avant tout un changement social, une amélioration des conditions de vie des populations prises dans leur globalité. À cet égard, il convient donc d'admettre que l'émergence économique est différente du développement, qui, lui, c'est-à-dire le développement, tient compte par exemple de la répartition des revenus et de la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi certains analystes qualifient la dynamique des BRICS, du Brésil, la Russie, de l'Inde, la Chine et de l'Afrique du Sud, en matière de développement comme une dynamique molle. Car les systèmes socio-économiques nationaux de ces pays présentent beaucoup de faiblesses qui, à moyen ou long terme, peuvent affecter le développement de ces économies. À titre d'illustration, la Russie a encore besoin de la technologie occidentale pour mettre en valeur ses nouveaux gisements de gaz ou de pétrole. La Chine n'a pas de système national basé sur l'innovation moderne, mais plutôt un système basé sur la contrefaçon, sur l'imitation. Dans l'ensemble, les BRICS sont handicapés par une série de faiblesses, notamment un cadre juridique peu propice à l'amélioration du climat des affaires, un système éducatif insuffisant ou inadéquat, des infrastructures limitées, une grande dépendance aux variations des cours des matières premières, la présence d'une forte corruption, sans oublier l'existence de nombreux conflits sociaux et culturels au sein de ces nations. Si les pays émergents tentent donc à être caractérisés par de bonnes performances macroéconomiques, cela ne doit pas masquer que si l'on prend en compte différents indicateurs de développement humain, ces pays restent encore clairement des pays en développement. Donc tendre ou rechercher l'émergence, ce n'est pas rechercher le développement.